Alors, bienvenue à ce salon général du Four qui sera ce soir consacré au Major d'Abel. Pour nous parler de cette thématique, M. Gilbert Coutat, ancien directeur des archives de l'État de Vaud, qui nous présente son livre. Il en a encore un ou deux exemplaires pour ceux qui n'avaient pas commandé à l'avance, donc si jamais, profitez de le faire dédicacer pendant qu'il est là. Et puis l'idée, c'était de dire, voilà, on a parlé de l'acte de médiation, 1803, c'est le canton de Vaud, c'est Vaud qui devient un canton, mais ça, il devient un canton parce que quelques années plus tôt, il y a eu l'indépendance vaudoise, et donc ce soir, on pourrait se poser la question, M. Coutat en a parlé un petit peu dans son titre, c'est-à-dire que c'est le premier patriote vaudois. Maintenant, est-ce que 1723 serait la genèse de l'indépendance vaudoise, ou du pays de Vaud, pardon, et est-ce que le Major d'Abel serait le père de l'indépendance vaudoise? M. Coutat nous en parlera tout à l'heure. Alors, quelques mots sur notre conférencier de ce soir, qui est né à Saint-Maurice, donc je salue un valaisan, qui est né le 11 février 1954, formation au collège de Saint-Maurice, à l'université de Lausanne, avec une licence en lettres, à l'Institut für Österreichische Geschichtsforschung à Vienne, assistant diplômé des professeurs Dubois, Ruck, Sanchi, que certains connaissent à Genève, Scheurer, collaborateur à l'Helvetica Sacra, de 79 à 2007, dont il est membre du Curatorium entre 1989 et 2007, directeur des archives de la ville de Lausanne de 1981 à 1995, directeur des archives cantonales vaudoises de 1995 à 2019, fondateur de l'Association vaudoise des archivistes en 1996, membre du comité puis président de l'Association des archivistes suisses, membre du comité directeur de la section des associations professionnelles d'archivistes, du Conseil international des archives, avec à la clé, en 1992-2000, la rédaction du Code international de déontologie des archivistes. Pour ceux qui n'aiment pas les archives, vous pouvez déjà partir, l'apéro est un peu plus tard. Président de la Société d'histoire de la Société romande, 91-93, président de la Société vaudoise d'histoire et d'archéologie, de 2000 à 2002, fondateur et président de Réseau Patrimoine S, c'est juste, Association pour le patrimoine naturel et culturel du canton de Vaud. C'est tout à fait juste. Membre du comité international d'évaluation du portail international de l'archivistique francophone de 2003 à 2005, membre du comité scientifique et enseignant principal du certificat de formation continue en archivistique et en sciences de l'information à l'université de Lausanne, Berne et Genève, et puis Master of Advanced Studies in Archival and Information Science, 2006, 2008, 2008, 2010, 2012, 2014. Membre du comité suisse de la protection des biens culturels depuis 2013. Publication dans les domaines de l'histoire religieuse, des sciences auxiliaires, en particulier, vous l'aurez compris, de l'archivistique. Donc, et puis je pourrais continuer encore parce qu'il y a pas mal de pages sur M. Coutat. Voilà, M. Coutat, je vous laisse la parole. Merci infiniment d'être venu chez nous, en terre étrangère. Et que c'est un peu de Genève, en plus. Mais les Valaisans sont nombreux. Bien, à mon tour, vous saluer toutes et tous, de remercier votre président et trésorier, M. Studer, de son invitation, et puis de saluer dans cette salle quelques visages familiers. Donc je vais vous parler d'un sujet, effectivement, quand on me l'a proposé, je me suis dit, est-ce que je dois accepter cette proposition en disant, est-ce que D'Abel est vraiment connu à Genève? Alors j'ai pris le parti de m'appuyer sur une présentation visuelle. Dans mon exposé ne reprendra pas nécessairement l'ensemble des informations, par gain de temps et j'espère par gain de compréhension. Voilà, alors dans l'exposé, je ne vais pas l'expliciter puisque je vais en parler durant toute cette conférence, mais effectivement, en quoi l'année 1723 marque quelque chose d'important aussi pour les Genevois, vous serez étonnés de ce que je vais vous dire. C'est un élément que je n'ai pas nécessairement développé dans le livre, puisqu'il y avait beaucoup d'éléments à réunir sur l'année d'Abel, comme l'a proclamé le Conseil d'État. Et la fête de cette année, l'année d'Abel,
sans nécessairement donner de gros moyens pour la célébration. Alors j'ai pris 2 ouvrages comme témoignage de la narration de Davel. Je ne sais pas si Georges André est arrivé, il est avancé en tout cas. Mais il y a un ouvrage qui a été célébré, qui s'est largement vendu, c'est justement celui de Georges André, l'histoire de la Suisse pour les nuls. Et puis vous avez un professeur aujourd'hui à la retraite, François Walter, qui a écrit une histoire de la Suisse. Je vous ai donné les âges de ces 2 professeurs, non pas pour dévoiler ce secret, mais il y a peut-être dans l'interprétation du phénomène Davel une question de génération et peut-être une question de formation. Alors le premier témoin dans cette affaire, Georges André, je vous ai reproduit, je ne vais pas vous le lire intégralement, mais je vous ai souligné en gras, j'espère que c'est suffisamment lisible. Vous avez des éléments putschistes. Il a fait allusion à la formula consensus, qui est un élément important, on le verra, mais il l'a mentionné dans son texte. Et puis, il commente, on peut donc exclure que le pieux major, reconnu pour ses capacités professionnelles, sa loyauté, le sérieux de sa vie privée, ait cédé à un appel intérieur irrésistible qu'il vivait comme une mission à accomplir. C'est un élément qui rend le personnage quelque peu mystérieux, puisqu'il a invoqué, il aurait dû le mettre dans son texte, la vocation chez Davel, mais un pacte avec Dieu, et il ne l'a pas fait sur sa propre initiative, mais après avoir s'être concerté avec Dieu et qui lui a donné le plan de son action. On verra dans quelles conditions cette affaire s'est déroulée. Et puis son collègue, M. François Walter, de nouveau en gras, dans le temps des révolutions. Donc c'est un ouvrage qui a apparu en 2014 sous forme de petite brochure, enfin, et dans le tome 3, et puis il en a fait une synthèse, vous l'avez le titre, il y a quelques années, et j'ai cru important quand même de rapporter ce texte. Et c'est là où j'ai eu une certaine gêne en me disant, mais si j'ai un Genève, dans quelle mesure le personnage est aussi méconnu que le laisse entendre François Walter, puisqu'il termine son texte, et là vous l'avez dans son entier, son nom est rapidement oublié, et puis il le traite de piétiste, sans tenir compte de travaux importants, notamment des historiens de la foi réformée dans le Pays de Vaud, Henri Vuillermier. Il parle d'un prophète exalté. Alors je reviendrai sur ces 2 textes en fin d'exposé. Vous aurez les éléments pour faire votre jugement sur le personnage, et peut-être en ayant ces 2 textes sous les yeux, peut-être de les contester. Alors, dommage que Georges André ne soit pas là, parce qu'il y avait une place pour la défense. Alors simplement en abordant ce sujet, moi je constate que Davel est ignoré de l'encyclopédie de Genève, menée par une historienne de renom, une archiviste, Catherine Sanchi. Des articles ont paru certes dans la presse, mais ont été repris dans les revues d'histoire. Donc je ne vais pas vous décliner, mais en 1886, on a déjà dans une première étude qui met Genève en relation avec l'insurrection de 1723 du major Davel. Et puis un texte majeur, le manifeste de Davel, c'est un texte de doléance, un texte très fort où Davel a décliné ses griefs envers le régime bernois, et il avait été étudié par un archiviste local lyonnais, Franz-Raoul Campich, et Charles Bourgeot, qui est un journaliste, avait narré l'événement, d'abord dans le journal de Genève, la revue du dimanche, et ces articles ont été repris dans la revue historique vaudoise. Des articles plus récents, donc aussi, et c'est un élément important pour le dossier Davel, dans la mesure où des documents privés ont été exhumés progressivement, donc ont renouvelé la connaissance de l'affaire Davel. On verra dans un instant, mais c'est une affaire qui a suscité de nombreux écrits contemporains, mais qui sont restés dans les familles, chez les élites de l'époque, et qui progressivement sont rentrés dans le domaine public, mais pas simultanément, mais progressivement, avec parfois des textes de référence, mais reconnus tardivement. Alors voilà, vous avez des éléments qui sont signalés déjà depuis 1942 et en 1970, mais qui se fondent justement sur des fonds qui sont aux archives
à la bibliothèque de Genève, dont on a l'ancienne conservatrice, Mme Barbara Roth, mais vous avez des éléments qui se trouvent sur certaines codes, notamment de la famille Tronchin, et puis il y a des éléments de référence aux archives de l'État, dans les archives de l'administration genevoise, et ces éléments ont été vus, mais n'ont pas été nécessairement combinés dans les études. On a publié les documents sans nécessairement faire des liens de ces documents, et en les regardant, en les mettant bout à bout, regardez simplement le détail, et ces deux notes qui sont pointées à l'inventaire Odyssée de la bibliothèque de Genève. Vous avez des éléments très forts qui vous signalent des lettres dans ce fonds de la famille Tronchin, donc une des grandes familles genevoises de l'époque, avec des références pour leur publication. Là, on a nécessairement, parce que les documents ont été numérisés, l'accès aux originaux. Là, c'est vraiment très petit pour que vous puissiez le détailler, mais j'y reviendrai. Antoine Tronchin, premier syndic de Genève, a compilé des lettres en nombre venant de proches amis politiques, d'élites extérieures à Lausanne, lausannoises ou autres. Et puis, son fils, qui s'appelait Louis Tronchin, venait d'être consacré et se trouvait à Vevey, a été témoin direct de l'événement et a rapporté à son père ce qu'il avait entendu et vu. Je signale simplement, par rapport à la présence genevoise dans les correspondances, Ami Lulin, un personnage important pour l'organisation et l'enrichissement du département des manuscrits. Il y a une lettre qui se trouve à la bibliothèque cantonale de Lausanne, d'une correspondance avec le fils de Jean-Pierre de Crouzat, qui s'appelait Abraham. Et cette lettre est un peu oubliée dans le débat des historiens. Voilà, alors j'ai mis les dates, et quand on les additionne, on voit que les autorités genevoises sont en fait informées jour par jour de ce qui se passe à Lausanne. Donc ça n'a pas du tout été vu vraiment par les historiens, mais regardez les dates. Et il y a deux canaux de diffusion. Les Bernois, dont Genève et Ville-Combourgeoise, prennent contact avec l'autorité genevoise. Et vous avez les différentes dates qui apparaissent. Donc dès le 2 avril, le lendemain, le surlendemain de l'affaire d'Avel, qui s'est déroulée entre le 31 mars, au moment où il fait sa marche sur Lausanne, et le 24 avril, où on le décapite à Vidi. Et vous voyez que déjà le 1er avril, par la voie privée, des membres des élites genevoises sont informés par différents correspondants. Alors, le fond Tronchin dont on parle, vous ne retrouvez pas nécessairement ces noms. Et dans un moment, je vous donnerai les éléments, mais Antoine Tronchin a pris la précaution d'enlever les noms des auteurs des lettres, voire des destinataires. Ça en montre quand même qu'il y avait une certaine gêne à disposer d'informations de première main, et à quelque part, on ne voulait pas que d'autres s'en saisissent, et surtout attaquent les personnes. C'est des fuites, des fuites plus ou moins, elles sont nombreuses, mais des acteurs même de l'événement, de gens qui ont vu l'événement, ils ne se gênent pas d'écrire à leurs proches ce qui se passe à Lausanne. Et puis, la raison de la disparition de ces noms, moi je l'ai trouvé dans un courrier entre deux frères, un qui est officier et qui a arrêté d'Avel, qui fait partie de la troupe qui a arrêté d'Avel, et qui dit à son frère, fais disparaître ma signature, donc brûle cette lettre pour qu'elle ne tombe pas entre d'autres mains. Donc ça montre bien la pression exercée par les Bernois pour traquer et contrôler l'information, traquer les copies, notamment des textes du manifeste, et puis empêcher que cette information échappe à leur contrôle. Alors je vous ai mis, mais on ne va pas s'arrêter sur chacun de ces noms, mais je vous ai quand même mis les noms des protagonistes genevois. Alors ils vous sont plus ou moins familiers, on a parlé d'Antoine Tronchin, donc le premier syndic de Genève, celui qui a l'autorité supérieure auprès des conseils, son fils Louis Tronchin. Ludwig von Wattenwyl, c'est le représentant bernois, celui à qui on délègue tout pouvoir pour régler cette affaire, qui échange avec l'autorité genevoise, donc il y a des lettres, et lui-même a eu des entretiens avec Davel. Les Bernois étaient très soucieux de savoir si Davel avait des complices.
Jean-Pierre Daniel Mingard. Alors, Mingard, c'est un nom connu par rapport à l'encyclopédie de Gabriel Mingard, l'encyclopédie d'Yverdon, mais donc à présent, c'est un personnage qui n'a pas laissé une grande trace, mais il est dans les milieux des pasteurs, et il est étudiant en théologie à l'Académie de Lausanne, donc participe même de l'événement, puisque dans un premier temps, c'est des étudiants de l'Académie qui ont assuré la surveillance de Davel, et au fil du procès, on a allégé les conditions d'emprisonnement de Davel, et il y a eu des échanges avec des étudiants. Davel conversait avec des pasteurs, on le verra pourquoi, mais dans le cas présent, il a rapporté François Laroche, qui était le destinataire, mais aussi quelqu'un qui a échangé sur l'affaire. Lui, il était à Vevey. Et puis regardez cette famille autour de laquelle toute l'affaire d'Avel va se passer. Jean-Pierre Crouzat, c'est le recteur de l'Académie de Lausanne, un personnage très important, mais il est le frère du bourgmestre de Lausanne, il s'appelle David. David a croisé Davel au moment où il rentre à Lausanne, mais il a préféré continuer son chemin pour aller en villégiature en disant, bon, qu'est-ce qui se passe? Mais il ne s'est pas préoccupé, il a continué sa route en direction de Vevey alors que Davel entrait en ville de Lausanne. Et puis ce personnage, l'ami de Davel, s'appelle Jean-Daniel de Crouzat, qui est l'homme de Berne au sein des conseils de Lausanne, le contrôleur général, donc il pouvait imposer son veto à certaines décisions qui étaient contraires à Berne. Et c'est lui qui va trahir Davel. Or, pour la petite histoire, la famille de Crouzat avait déjà fait échouer une affaire de rébellion en 1588, l'affaire Isbrando. Ça aussi, les historiens n'ont pas vu que dans le procès d'Avel, on avait mis comme exemple de 1723 une affaire antérieure qui avait été inventée par Isbrando syndic, mais qu'il l'avait dit à un de Crouzat, et de Crouzat, comme ses successeurs, a préféré faire le choix du dominant des Bernois plutôt que d'assurer d'être complice de l'événement. Ami de Lulan, on en a parlé, il est en conversation pour cette affaire. Jean Barbeyrac, Jean Barbeyrac, professeur de droit, converse avec Jean-Alphonse Turrettini. Les deux sont des grands personnages. Et Barbeyrac n'est plus à Lausanne, il était à l'époque en 1723 à Lausanne, mais il est professeur à Groningue et échange aussi à propos de cette affaire. Donc on voit qu'on a quand même un nombre de personnages clés, mais effectivement qui ont accès aux informations indirectement par leur relation, ou bien qui sont des témoins directs. Et Jean-Pierre de Crouzat ne cache pas son admiration pour Davel, tout en étant un représentant du régime bernois. Genève reçoit des indications de Berne, et sommes les autorités genevoises, mais en fait elles étaient très désireuses de plaire à Berne, et on va auditionner toutes sortes de personnages à Lausanne. Ils ne sont pas tous laissés un grand nom dans l'histoire de Genève, mais pour savoir s'ils détenaient le manifeste, le fameux manifeste qui était considéré comme un brûlot et très à risque pour le régime bernois. Et tous ces gens ont dit qu'ils ne connaissaient pas ce texte. Et donc on a répondu le 9 avril, comme quoi aucun Genevois ne possédait ce manifeste. En fait, l'appel de Davel à la ville de Lausanne pour se solidariser de son action était déjà connu sous forme de copie à Genève le 2 avril. Et puis c'est que le 30 avril 1723 que des copies du manifeste ont commencé à circuler à Genève. On a pris connaissance de l'entier des griefs de Davel par rapport à la puissance bernoise. Alors cet événement, comment l'expliquer? Bon, ça montre, il n'y a rien de nouveau, des fuites venant directement des personnages impliqués. Donc on organise des fuites, on connaît dans le réseau des gens qui pourraient être intéressés. Il y avait aussi une grande peur des Genevois par rapport à l'événement de 1723. C'est peut-être là qu'on se dit que la parenté de ce qui se passe à Lausanne et de Genève aurait dû attirer l'attention des Genevois, dans la mesure où Genève a connu une première rébellion en 1707
avec Pierre Facio et ses consoeurs qui ont été arquebusés. Hein. Mais vous avez ici deux lectures de l'événement. Un personnage qui frappe par sa bravoure, et puis regardez Louis Tronchin qui dit à son père, oui, c'est un Don Quichotte, il rêve. Et ça fait partie un petit peu de ces jugements controversés, mais n'empêche que tout le monde va s'entendre sur la gravité du moment et surtout le côté atypique du personnage que vous avez dans les textes du milieu. Et c'est ça qui est aussi nouveau. Et c'est grâce à la numérisation des journaux sur le plan international, on a un nombre d'informations dans les pays étrangers, dans les cantons protestants notamment, dans les pays protestants notamment, en Angleterre, dans les Pays-Bas, en Prusse, exceptionnel. Donc j'ai eu accès à ces journaux. Et une fois de plus, en les mettant, vous avez un nombre de relations dans la Gazette d'Amsterdam, jusqu'à 18 articles dans ce journal, hein, qui est très loin du lieu où se passe l'événement. Leur Excellence de Berne informe l'ensemble des chancelleries et des cantons, des 13 cantons, des alliés, c'est pour ça que je fais partie du réseau. Mais alors, dans l'explication bernoise, bien sûr, en disant c'est un personnage fêlé, fanatique, et donc le blâme, mais aussi le charme de tous les mots, mais diffuse quand même l'information. Et puis, vous avez effectivement les témoignages du moment, essayant de minimiser l'affaire, comme il le fait un petit peu Louis Tronchin, en disant c'est un esprit dérangé qui a fait acte de rébellion. La famille intervient directement pour dire la maman est déjà pas saine d'esprit, elle est très souvent mélancolique, et les frères aînés, les deux frères qui précèdent le major Davel, ont eu des problèmes de santé et passent pour fous au nom de la famille. Alors que dans cette affaire, on voit que déjà à l'époque, même les plus grands détracteurs de Davel manifestent pour une certaine sapir en disant, certes, c'est un acte audacieux, perfide, mais dans les éléments qu'il oppose aux Bernois, il faut lui reconnaître des éléments tout à fait justifiés, et surtout, comme il a été décapité devant la population lausannoise, qui était d'ailleurs peuplée de gens extérieurs et de genevois, il a frappé par sa bravoure. Alors c'est pour ça que j'ai mis en relation Pierre Facio et puis le major Davel, avec deux éléments de bande dessinée, donc juste pour vous montrer que parfois il faut chercher de l'information aussi d'une manière imagée. Hein, donc, et voilà cet élément. Vous connaissez l'histoire genevoise mieux que moi, mais on n'a pas fait cette relation entre l'affaire Davel qui se situe à mi-distance entre l'affaire Facio et consorts et puis ce qu'on a appelé l'affaire du tamponnement, hein, qui s'est réglée par la guerre civile avec une forte médiation des cantons de Berne et de Zurich et l'intervention de la France. Mais cette paix n'est pas réinstallée pour autant, puisqu'il y aura d'autres troubles au cours du XVIIIe siècle. Et à quelque part, ce que Davel demande aux Bernois, c'est de s'émanciper, de s'affranchir de la tutelle bernoise. Mais Facio demande que le Conseil général, on lui reconnaisse une plus grande souveraineté, alors qu'on diminuait son pouvoir avec les autres conseils et les syndics. Le premier syndic détenait une grande partie des pouvoirs, donc un pouvoir plutôt aristocratique et franchement oligarchique. Donc cet élément explique la panique qui emparait les autorités bernoises, donc, qui avaient vécu un événement fort une quinzaine d'années avant, et qui allaient, mais ça ils ne le savaient pas, en reconnaître d'autres dans les années 1733-1738. C'est pour ça que cet élément, du point de vue de sa date, du point de vue des éléments portés par Davel, aurait dû trouver des échos à Genève. Le problème, c'est que Davel est un héros tout à fait particulier. Alors c'est pour ça que quand on m'a proposé de faire un livre, c'est un éditeur, hein, et pas la volonté du canton, ce n'est pas un livre officiel de l'autorité. On reviendra peut-être à travers vos questions sur la manière de célébrer le major Davel dans le canton de Vaud.
moi, je vous ai mis là un certain nombre d'éléments qui m'ont guidé. Bon, l'éditeur voulait un seul auteur. Donc c'était assez risqué de ma part de m'approprier ce sujet. J'avais dit à l'éditeur, je ne fais pas de biographie, parce que tous les éléments du personnage, du point de vue biographique, sont connus. Par contre, j'avais déjà étudié le personnage sous l'archivistique et historique, en me disant il y a des éléments surprenants dans l'évolution de la conception de cet acte de 1723. Et donc j'ai proposé une lecture archivistique et historique du personnage. Mais vous voyez que je me trouvais avec d'autres études, même psychiatriques. Hein. On a une étude psychiatrique de Davel, faite par le recteur de Lausanne dans son installation, ce qui était d'ailleurs une manière à la fois risquée pour un tel honneur, mais aussi une manière de se démarquer de la solennité de l'événement. Vous avez beaucoup d'auteurs qui sont emparés de Davel, les meilleures plumes du canton de Vaud, les politiciens, on verra pourquoi se sont appropriés, les religieux, enfin bref, les philosophes. C'est pour ça qu'il fallait une étude interdisciplinaire, donc ceux qui et celles qui liront le livre seront peut-être effrayés par le nombre de références bibliographiques. C'est peut-être le personnage sur lequel on a les plus écrits dans le canton de Vaud, et il fallait aller dans les moindres coins. Et plus j'avance, plus je me dis j'ai oublié tel titre. Bon, vous ne le verrez pas, mais moi ça me dérange, mais ça fait partie. Et on verra des fois, il faut trouver des sujets d'information dans les caveaux vaudois et pas simplement dans les bibliothèques. Les regards croisés, il fallait opposer des opinions. Et puis, moi j'ai été frappé, c'est peut-être ma conviction, ce que j'ai marqué, l'histoire c'est aussi la langue du souvenir. J'ai laissé la place au texte. Donc quand Jacques Chessay, Ramu, mais d'autres moins connus, ou des jeunes historiens, ou des gens comme André Bonnard, qui ont défrayé la chronique, mais dans un écrit de jeunesse, laissent des textes enthousiastes sur Davel, il faut laisser libre cours à ces textes. L'éditeur a été conciliant, parce qu'on n'avait pas défini qu'il fallait 256 pages, on a passé de 140 pages à 256 pages, par la force des informations que je trouvais. Voilà, alors l'élément peut-être très important, c'est de considérer que Davel n'est pas que cela, que ceci. Les valeurs dont il a été investi ont changé au fil des décennies, et c'est les circonstances qui expliquent comment on s'est emparé de ce héros. Et c'est ce que j'ai appelé l'héroïcisation du personnage dans une lecture alors pompeuse, diachronique et synchronique, donc horizontale et verticale. Quand vous choisissez date, vous regardez ce qui se passe sur cette année, et vous regardez aussi dans la verticalité ce qui, on l'a dit, avant et après du personnage. J'ai une base quand même importante, documentaire. Les Bernois avaient une conscience du moment et ont constitué des archives. Donc le registre du procès est conservé aux archives cantonales vaudoises. Grande surprise, on ne sait pas comment ce registre est arrivé aux archives cantonales vaudoises. C'est en tout cas pas les Bernois qui l'ont remis au canton de Vaud, mais c'est un document qui est arrivé sans doute par un prêt à domicile dans une famille patricienne, et au lieu de le rendre à l'institution qui le possédait à l'origine, l'a transmis aux archives cantonales, peut-être dans un geste patriotique, mais enfin, il est arrivé aux archives cantonales dans les années 1835-38, et c'est un élément important pour la réhabilitation de Davel. Un élément, alors effectivement, je vous ai dit l'importance de la presse. Relire les imprimés anciens, et on a de la chance en Suisse, qui sont très souvent en ligne, donc ça c'est aussi une chance de pouvoir disposer d'un corpus de textes. Allez regarder dans les encyclopédies, les dictionnaires, et là j'ai été étonné du nombre de lignes consacrées à Davel dans les plus grandes encyclopédies du XVIIe. Et puis, il faut aimer, hein, lire les discours lors des fêtes commémoratives. Là on a le ressenti du moment. Et enfin, dernière chose, et là on fait carrément preuve d'originalité, c'est de s'intéresser à la tradition orale et écrite qui se mêle et qui a été relativement et même très importante pour la survie de la mémoire de Davel. Alors c'est là que j'ai mis du temps à essayer de mettre une périodisation de l'héroïcisation de Davel, en trouvant qu'il y avait des moments très différents qui correspondaient à des interprétations très différentes.
Donc vous avez sur ce tableau, un premier temps qui avait été complètement négligé. François Walter parlait d'un oubli immédiat après la décapitation, c'est pas vrai. Il y a une tradition orale, un nombre d'écrits chez les Bernois, bien sûr. On ne fait pas un jugement à proprement parler sur Davel, mais on raconte d'une manière simple ce qui s'est fait. On ne fait pas un jugement de valeur sur les autorités. On trouve des textes à Zurich et dans des encyclopédies et dictionnaires d'importance internationale. Vous avez la suite, la période qui vous intéresse, 1798-1803. Là aussi, on a passé complètement à côté. On en a fait le précurseur de l'émancipation de la souveraineté vaudoise. Ce n'est pas du tout le cas. Davel dérange à ce moment-là. On doit concilier le nouveau lien confédéral avec la volonté bernoise de reprendre le Pays de Vaud. Donc Davel est un personnage clivant, qui dérange. Et ses plus forts soutiens se font modestes par rapport au personnage. Vous aurez ensuite des éléments que je vais vous raconter, le temps de la réhabilitation. Et puis je vous ai chaque fois essayé de trouver un terme dans un mode militant, dans un climat militant, le temps de la popularisation, le temps de la vénération, et puis les dernières périodes, est-ce que le canton de Vaud aura encore un héros sur ces 100 prochaines années. Alors on va passer en revue chacune de ces périodes très rapidement. Donc là je vous l'ai dit, l'importance de la tradition orale et manuscrite. Je vous ai mis en lumière ici un dossier que, à la suite d'une conférence, une famille de Cuy, la patrie un peu de Davel, Cuy était le domicile de Davel, on le verra aussi dans une région viticole de Redon. Et là, lors d'une conférence, un membre d'une famille cuérane m'a transmis un cahier scolaire sur lequel on a trouvé une sorte de texte recopié de l'affaire Davel. Et il y a un texte dont je n'avais jamais vu les termes. Histoire lamentable et déplorable, ces deux qualificatifs, je ne les avais pas lus ailleurs. Les faits sont plus ou moins connus, mais dans cette tradition orale, il y a des manuscrits souches, et puis il a été copié. J'ai retrouvé les mêmes textes dans des familles différentes, et ça m'a conforté dans l'idée que la tradition orale a permis non pas l'oubli de Davel, mais l'entretien du souvenir. Et ça, c'est complètement nouveau, et François Walter l'a en tout cas pas compris. L'autre élément, et c'est là que je rendrai hommage si Georges André était présent, il a parlé de ce formula consensus, donc cette foi helvétique. En 1675, les cantons protestants ont voté un formulaire que tous les pasteurs devaient signer, tant à Genève qu'à Berne qu'à Zurich, pour affirmer leur adhésion et leur attachement à l'orthodoxie protestante. Et c'est un texte qui a posé problème, parce qu'on a trouvé qu'on allait trop loin. D'ailleurs, les Genevois, à Neuchâtel ou autre, on a tout de suite assoupli la mesure en disant ce texte, il doit être cité, mais ils n'ont pas obligé les pasteurs à être les signataires. Et Davel était tout à fait un détracteur de ce formulaire, mais les Bernois sont entêtés dans le Pays de Vaud à faire signer les pasteurs. Et ça a été un problème important. D'ailleurs, l'affaire Davel va stopper momentanément l'obligation de signer, mais les Bernois abandonneront cette obligation qu'en 1758. Donc cet élément a été porté aussi par un récit, et vous le voyez, c'est le lien entre ce formulaire et l'affaire Davel. Et le signataire de ce texte, Barthélemy Barneau, là aussi on n'a pas été très attentif, mais c'est un texte anonyme, et ce pasteur, le nom n'a été révélé qu'en 1846, donc on a toujours cité ce texte sans savoir qui en était l'auteur, mais c'était un pasteur vaudois, réfractaire à cette signature, qui a laissé un récit intéressant sur l'affaire du consensus, mais qui a été témoin direct des événements, et ça a été publié à Amsterdam, donc comme je dis, sans signature, mais c'est un texte que tous les ouvrages postérieurs ont repris sans savoir qui en était l'auteur. Alors, deuxième période, justement 1798-1803. Donc 1798, c'est l'installation de la République helvétique. Le Pays de Vaud est libéré des Bernois par l'intervention des Français. Ça a été d'ailleurs un des problèmes jusqu'où ça devait plutôt être le Pays de Vaud rattaché à la France,
ou d'un département français, et dans quelle mesure cette pression française était soutenue alors que le canton, le Pays de Vaud, allait s'émanciper des Bernois pour être un canton souverain, parce que Bonaparte insistera dans l'acte de médiation, mais Davel, on ne le cite pas. En 1798, si on fait allusion furtivement au personnage, c'est Guillaume Tell, le grand héros. On se rattache à la tradition suisse, et c'est une république unitaire, donc on a intérêt à s'aligner sur la position dominante. Et en 1803, on ne cite pas du tout Davel. Lors de la séance constitutive du Grand Conseil du 14 avril 1803, on parle de la reine Berthe. Alors, la reine Berthe, adieu Berthe, ça vous connaissez peut-être dans la région, mais la reine Berthe, c'est un personnage, une reine du Xe siècle, qui appartient à la période bourguignonne, des rois rodolphiens, à qui on avait donné, on avait attribué la création de l'abbatiale de Payerne. On allait exhumer en 1817 des ossements, on a dit c'est les ossements de la reine Berthe. Donc on a construit toute une histoire autour de la reine Berthe, mais on s'est aussi appuyé sur une chose qu'on n'a pas suffisamment étudiée, mais les textes sont là, c'est que le canton de Vaud s'est créé une nouvelle identité pour être compatible avec la Confédération, et ils sont remontés à la période de l'Helvétie romaine, avec Avanches pour capitale, et donc l'habileté en prenant la reine Berthe et puis à témoin Avanches, on a dit mais on était suisse bien avant que les Bernois nous dominent, et en fait l'époque bernoise n'est qu'une parenthèse dans l'histoire vaudoise, ce n'est pas du tout le haut fait de notre attachement à la Confédération. Et puis il ne faut pas oublier que pendant ces années-là, Berne n'a pas perdu l'ambition de récupérer le Pays de Vaud, et mettre Davel en avant, c'était le risque d'alimenter le discours des Bernois, quand même relativement dominant au sein de la nouvelle Confédération, et que d'ailleurs, il faudra le congrès de Vienne pour que cette affaire se règle, parce qu'Argovie et Vaud sont confirmés comme canton souverain. Davel n'est pas du tout invoqué, mais on fait un péché originel à ce moment-là, on attribue le Jura en compensation de cette souveraineté aux Bernois. On verra comment les Jurassiens vont récupérer Davel dans leur stratégie dans les années plus récentes. Un personnage, et ça c'est intéressant, oui, Frédéric César de la Harpe a été un personnage qui a relayé le nom de Davel, un personnage au réseau important, qui a fait partie du directoire helvétique, qu'on a chassé, qui a facilité le retour, et pour un archiviste important, on crée les archives du nouveau, la République du Léman, dans le canton du Léman, mais Berne se voit imposer le retour des archives de 262 ans de domination sur le Pays de Vaud. Ils doivent lâcher leurs archives, c'est très bien fait par les représentants vaudois, mais ils avaient deux membres dans les 5 membres du directoire, Pierre-Maurice Glaire et Frédéric César de la Harpe. On chasse l'Harpe du directoire, il s'enfuit à Paris, et cette ingratitude des Vaudois lui rappelle celui qu'il défendait, Davel l'oublié, et la Harpe s'investit de ce personnage et ne cessera d'intervenir auprès des autorités pour réhabiliter Davel. Il a fomenté, parce que c'était vraiment un complot, de mettre Davel à l'honneur en 1823 lors du centenaire de sa mort. Ça n'a pas passé, les autorités ont stoppé l'opération. Les textes qu'il a publiés, on a demandé d'agir avec la censure, donc ces textes ont été sauvés, mais n'ont pas pu être diffusés. Et puis Davel a été un élément de dispute entre deux personnages sur le plan local, montrant qu'il y avait peut-être une vision très réaliste, celle d'Henri Monod, hein, qui était un homme dans le pouvoir des nouvelles autorités, puis l'Harpe qui était à l'extérieur, mais qui a fait jouer son réseau. Et ce réseau, en 1814-1815, a joué en faveur du canton de Vaud, mais grâce à la relation ancienne de Frédéric César de la Harpe et du tsar Alexandre Ier de Russie. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, Davel est un personnage important. On ne va pas insister, mais le texte que vous avez là, il y a au moins 4 à 5 versions différentes. Parce que la Harpe est venue dès 1805 avec l'idée d'un monument. Là, il a installé une année, enfin à la suite de sa mort, il fait un laisse. Davel, sa plaque se trouve à la cathédrale de Lausanne, donc
personnage reconnu même au cœur du centre religieux vaudois. Mais ce texte a fait l'objet de plusieurs négociations, parce qu'au début, la harpe tape est très dure sur les Bernois, et on a adouci autant que possible, et on voit que c'est un texte très édulcoré, mais voilà, ce que la recherche a démontré, c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais des historiens ont trouvé des versions, et ça montre aussi comment on combine un nom avec les réalités du moment. Alors le temps de la réhabilitation lié à Davel, en 1841, on crée un obélisque à Cuy, ça devient un lieu de pèlerinage. Donc on affiche cet amour pour Davel, mais là où il a fini ses jours, et là où il a quitté pour la dernière fois Cuy avec ses troupes, c'est sur la place d'armes de Cuy. Alors je vous laisse voir les textes qui apparaissent autour de cet obélisque, mais ça va être un lieu de recueillement, de pèlerinage. Un élément important, c'est qu'on découvre une source majeure. Un historien appartenant aux grandes familles patriciennes, Anton von Tillier, découvre une copie du manifeste. Sans doute qu'il a vu que ce texte avait été annoté à l'époque par le grand personnage qui s'appelle Christoph Steiger, mais il ne transmet que la copie du manifeste sans les annotations. Là, je suis presque ma main à couper, dans le cas de Davel, c'est presque une réalité, mais que Anton von Tillier, ami de Charles Monard, lui transmet cette copie vient en main de Juste Olivier, qui vient d'être nommé par Charles Monard, l'homme de proue du régime libéral, révolution de 1831. Juste Olivier est nommé à la chaire d'histoire de l'Académie de Lausanne. Le Conseil d'État lui confie à la fois le procès, ce fameux registre venu, on ne sait comment, mais aux archives cantonales, et lui transmet la copie du manifeste. Juste Olivier fait son fameux texte au Major Davel, et vous avez les éléments sur l'écran, mais c'est un changement fort dans l'historiographie de Davel, c'est qu'on dispose de sources de première main, et à ce moment-là, Davel, bénéficiant de ces nouvelles sources, on justifie et on commente dans des circonstances plus favorables et avec des mots plus proches de la vérité, le personnage. Chose importante, et peut-être pas l'oublier que cette année on fête les 175 ans de la Constitution de l'État fédéral de 1848. Charles Monard, un personnage important, un homme politique, mais aussi il fait partie avec Louis Humain des traducteurs et des continuateurs de l'histoire de la Suisse de Jean de Mulle. Jean de Müller, il est mort au début du XIXe siècle, mais a laissé une œuvre inachevée qui a été poursuivie par d'autres historiens. Et ils se sont accoquinés avec deux personnages vaudois, Charles Monard et Louis Humain, qui vont s'occuper notamment du volume du XVIIIe siècle, et Charles Monard va introduire Davel dans son récit. Et, à quelque part, chose exceptionnelle, l'État fédéral de 1848, bénéficiant de cette étude de 1844, dispose pour la première fois d'une histoire complète de la Suisse, puisqu'elle s'approche des dates du 19e, bilingue, comportant comme un héros, mais non plus local ou cantonal, Davel comme lien entre les confédérés. Et depuis cette date-là, Davel ne va plus quitter les histoires générales de la Suisse. Il est plus ou moins brièvement commenté, et vous l'avez vu avec François Walter et Georges André, les échos qu'ils en ont fait, mais Davel ne quitte plus les histoires générales de la Suisse. Ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement connu, déjà méconnu à Genève, il est encore moins à Zurich ou à Penzen, mais il est dans l'histoire des manuels scolaires. Changement de régime en 1845, changement de stature. Davel appartient aux élites intellectuelles des années 30, les libéraux qui font la promotion de l'éducation de l'histoire, se retrouve avec un personnage charismatique, Henri Drouet, qui lui ne fait plus de Davel un personnage de l'élite, mais un personnage du peuple. La révolution, la rébellion de 1723, c'est l'expression du peuple. Alors qu'à l'époque, si on est juste, il n'y a pas de tribune publique pour exprimer ses idées, ses avis. Davel a fomenté son action seul, sans concertation, ce qui étonne pour un officier, en désarmant ses ouvriers, ses soldats avant de gagner Lausanne. Donc on dit il est fou.
Donc un soldat ne se prépare pas avec autant d'impréparation, mais comme il a passé avec un acte avec Dieu, il ne voulait pas d'effusion de sang. Donc c'est peut-être très à la vaudoise, des révolutions douces, on ne casse rien, mais on laisse une trace extraordinaire par l'approche qu'on propose. Et le mot révolution, ce n'est pas une donnée de 1723, c'est quand même une donnée qui vient après avec la Bastille. Il ne faudrait pas faire d'anachronisme, on parle d'une rébellion, d'une sédition. Ce sont les commentateurs qui ont parlé de révolution. Alors Druet, effectivement, dans sa conception du radicalisme, utilise Davel comme un homme du peuple. Et là, on a une inversion des valeurs liées à Davel, et c'était quelqu'un qui sait communiquer, Druet. Il commande un tableau majeur, c'est le tableau de Charles Gleur, qui n'existe plus dans sa forme de 1850, puisqu'il y a eu un an de vandalisme en 1980. Hein. On ne sait pas encore l'auteur de cet acte iconoclaste, mais toujours est-il que le personnage de Davel représenté, on ne connaît pas la tête de Davel, sa tête a été coupée, on l'a volée, on ne va pas donner des choses macabres, on l'a retrouvé dans un bocal chez un apothicaire en 1725, qui faisait de la dissection. Il n'avait pas de moustache, mais il avait une barbe naissante. Tout un débat pourquoi on lui a fumé une lettre. C'est une représentation du peintre, exceptionnelle, mais il s'est inspiré de Juste Olivier pour créer son personnage. On a mis du temps, on pensait qu'il existait un médaillon de Davel pendant son service à l'étranger. En fait, tout ça a été démenti par les historiens et les historiens de l'art. En fait, il s'est inspiré d'un personnage, Juste Olivier. Donc, Juste Olivier l'a installé par l'écriture, Charles Gleur l'a installé par la peinture. Donc, voilà deux éléments nouveaux dans l'évolution de Davel au niveau de sa connaissance. Ce tableau va populariser Davel. Imaginez qu'il a été vu pendant l'année 1850 par 60 000 personnes. Lausanne compte 15 000 habitants, il y a 60 000 personnes, mais venant des campagnes, venant de loin, parce que Druet a su consolider sa révolution en magnifiant l'acte de Davel, mais au nom de la volonté populaire. Et les gens se sont déplacés, et on a des témoignages intéressants, j'en ai retrouvé un, d'une personnalité, enfin, un personnage français qui laisse un témoignage ému sur cette découverte du tableau. Alors, élément suivant, 5e période. Là, on rentre dans un temps de vénération, et je vous ai mis les différentes valeurs qui s'ajoutent. Davel, tout d'un coup, devient un personnage dont les historiens de la religion s'emparent. C'est un soldat chrétien. Par ses qualités, son amour pour la foi, sa vie stricte. C'est quelqu'un qui s'endimanchait quand il allait à l'église, enfin bref, on le connaît aussi chez les catholiques jusqu'à une date assez récente. Il est sanctifié, on l'invoque, les deux églises enfin, qui se sont divisées en 1845 par l'action de Druet se retrouvent derrière la même liturgie. Les catholiques s'en emparent parce que l'évêque du diocèse de Genève, Lausanne et Fribourg est un vaudois, Marius Besson. Il fait une lettre pastorale en célébrant l'action courageuse de Davel. Et puis ça devient alors l'archétype du vaudois. Davel, c'est un taiseux, courbé. Il ne s'exprime pas trop, mais il cultive le vin, il cultive le coin de sa terre. Et on a trouvé que Davel avait façonné l'âme vaudoise. Et en 1923, on dit Davel, c'est bien quelqu'un de chez nous. Il est à nous. Cette fois-ci, on le tient. Et ça a été une controverse intéressante. Lisez les journaux. Et c'est là que c'est intéressant de voir dans quelle mesure les journaux, le journal de Genève, relatent cette affaire. Il y a une diatribe importante entre Ferdinand Feller, chroniqueur du journal de Genève, et puis les bons vaudois, avocats, journalistes qui défendent Davel comme étant l'expression de l'âme vaudoise. Et à ce moment-là, Davel, il est au sommet de son apothéose, on le célèbre partout, on pourra reparler à travers les questions. En 1923, on donne congé à toutes les écoles, toutes les communes participent à l'événement. C'est un jour férié, les autorités s'expriment à tous les coins du canton, on se déplace en cortège, mais unis derrière Davel, alors que le personnage était l'équation du moment, posait problème. Et on assiste à un tourbillon de plaques, donc vous avez là une certaine chronologie.
Riez, parce que c'est une famille bourgeoise de Riez, le célèbre à la faveur de 1898, centenaire de l'indépendance vaudoise. On le célèbre avec un monument au château cantonal, adossé au château cantonal, et là on reprend la représentation de Davel d'après Glaire. Vous avez au-dessus, ça fait partie de la légende, mais aussi des faits révélés par Davel lors de son procès, c'est que sa vie lui a été décrite à l'avance par la belle inconnue, une femme qui venait faire les vendanges et que la maman de Davel avait, donc la maman de Davel avait loué les services en 1691. D'ailleurs, juste en passant, peu de femmes ont écrit sur Davel, on se demande pourquoi, et la metteuse en scène du spectacle Davel accueilli va faire de Davel un amoureux de cette belle inconnue. Ils vont voir un enfant, mais lui, comme il est parti au service étranger, il se rendra compte qu'il a un enfant au retour du service étranger. Donc on a écrit une nouvelle histoire de Davel, mais certains ont vu dans cette relation de la sensualité et pas simplement de la prophétie. Alors voilà, on brode, mais cette belle inconnue reste une énigme, comme Jeanne d'Arc a entendu des voix. Juste Olivier écrit dans les années où Jules Michelet écrit l'affaire de Jeanne d'Arc. Donc la concomitance des lectures du personnage. Alors j'étais sur Riez, la cathédrale, le château cantonal, la stèle de Didier, là où Davel a été décapité. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand je fais des conférences, quand j'irai faire les conférences aux villes de Lausanne, c'est des actes expiatoires de Lausanne. Les autorités ont élevé cette stèle pour s'excuser de ce qu'ont fait les autorités de 1723. C'est une gêne, et ils vont expier 3 fois d'ailleurs, en 1899, en 1923 et en 1938. Et puis vous avez une plaque, jusqu'où vous la lisez, mais elle se trouve, personne ne la connaît. Mais on a dit que Davel, avant d'aller à l'hôtel de ville présenter ses doléances au conseil, s'était arrêté au café de la Glisse, qui est assez en pente, hein, c'est pour ça, mais pas, comme on dit, la lugée après avoir trop bu. Donc le café de la Glisse, et là on commence à mythifier, parce que le tenancier n'est pas bête. C'est du côté de la famille de Davel et Langin, qui possédait cet estaminet. Et au moment de sa destruction, on a dit on va garder le souvenir, on a inventé une histoire comme quoi Davel s'était arrêté avant d'aller à l'hôtel de ville. On ira plus loin puisqu'on retrouvera son gobelet dans lequel il a bu du vin de cuivre, on retrouvera la table où il s'était attablé, on exposera ça à l'exposition nationale de Genève de 1896. On est dans une période où on voit que le personnage, on commence à le mythifier, donc c'est bon de le citer parce que c'est une manière d'interpréter le personnage, mais ce n'est pas la réalité documentaire. Autre élément, en 1903, la commune où il est né, Morand, met une plaque, c'est le centenaire d'existence du canton, et en 1923, Cuy met une plaque parce que c'était la maison que possédait la famille Davel. Il a vécu avec ses 2 nièces qui étaient sans maman depuis quelques années. Il s'est occupé des enfants de sa sœur. Alors, chose intéressante, dans les registres d'état civil, Davel est souvent le parrain. Donc on voit que c'est un personnage intéressant par sa douceur. C'est un notaire, mais on le sollicite pour des faits de la vie sociale, et ça rajoute peut-être cette touche de tendresse envers le personnage. Lié à ça, l'événement majeur, c'est Cuy. Une fois de plus, on ne va pas s'arrêter sur ces images, mais la présence de Ramus, c'est un texte que vous pouvez écouter, c'est dans les archives sonores de la radio. Il est mort seul, abandonné de tous. Ramus en fait une interprétation d'un personnage qui appartient à une terre. Il représente cet ancrage bien terrien du personnage. Cuy est envahi par les populations. On comptait, c'est pas dans cette coupure de presse, mais plus de 5000 personnes simplement pour les répétitions de la journée officielle du 24 avril 1923. Et puis Aubergenois, un peintre important, René Aubergenois, a participé à la représentation de Davel sur des panneaux qui retraçaient la carrière de Davel. Alors, autre élément, il faut imaginer, et ça peut-être on ne l'a pas suffisamment vu, c'est que l'histoire vaudoise est réévaluée dans ces années-là.
on cesse de maudire l'histoire bernoise, on lui porte crédit d'un certain nombre de résultats. Donc on est en train de revoir parallèlement l'historiographie bernoise, et en fait Davel, effectivement, on le mesure aussi à la réévaluation du régime. Alors, il y a des historiens qui s'appellent Paul Maillefer, Charles Gillat, William Martin, qui vont réhabiliter le régime bernois et faire de Davel non pas un acte qui avait ses justifications, mais à quelque part qui était au-delà de ce qu'ils pouvaient attendre des autorités bernoises, parce qu'elles étaient plutôt paternalistes. Et il y a toute une réflexion sur Davel. On a cité Jean Barbera, qui avait défini qu'on pouvait s'insurger contre les autorités au nom du droit naturel, qui avait été enseigné à l'Académie de Lausanne, dont Davel avait connaissance. Et lui, le fait qu'il avait passé avec un pacte de Dieu, avec Dieu, pouvait justifier son acte en disant, au-dessus des lois humaines, il y a la loi divine qui justifie mon acte. Mais Barbera concluait quand même qu'il fallait juger le régime qui on opposait de Telgriffe, qu'il soit tyrannique. L'historiographie revisitée de la période bernoise montre bien que Berne n'était pas aussi tyrannique tout en étant oligarchique, mais c'était un régime à l'exemple de tout ce qu'on trouvait en Suisse et en Europe. Voilà, le dernier acte expiatoire, c'est celui de la guerre mondiale. Et on demande à ce moment-là à Charles Clément de représenter Davel. Alors il l'a fait d'abord sous forme d'un vitrail à la cathédrale de Lausanne. Il en a fait 32 mélins qui est dédié à Davel. Très intéressant parce que Davel officier devient aussi Davel vigneron. Regardez simplement sur le vitrail l'alliance du rouge et du vert. Le rouge, le sang, le vert, la vigne, des éléments d'opposition. Et il le représente en officier, mais rond avec la représentation de Davel, où on voit Davel à QI, avec la belle inconnue. Et on voit en arrière-fond la vigne, donc Davel vigneron. Donc on l'humanise différemment, et ce personnage s'inscrit dans les discours des autorités vaudoises qui ont commandé ces tableaux. Et dans une prochaine conférence donnée à Lausanne, on réinstalle Davel à l'hôtel de ville, là où on l'avait condamné en 1723, et subtilité. Rendez-vous compte, les Vaudoises qui sont subtiles. En face de l'hôtel de ville, vous avez une plaque commémorative de l'action du 24 janvier 1798, et comme le dit le commentateur, le chroniqueur de l'époque, si Davel avait des yeux, il aurait vu ce qui s'est passé en 1798. On relie 1798, précurseur de l'indépendance et de la liberté vaudoise, avec cet acte, parce que les deux tableaux sont dans la montée des escaliers à l'hôtel de ville, et si on laisse la porte ouverte, on peut deviner ce voisinage que les autorités lausannaises avaient souhaité, mais aussi on en fait à cette époque un homme de la résistance. On a la veille de la guerre, quelqu'un qui sait prendre position, mais qui s'oppose aussi au régime. À ce titre-là, le discours politique en fait un homme de référence pour les Vaudois. On arrive au bout avec cette découverte majeure, toujours dans cette période longue de 1898 à 1973, Davel, à quelque part, est auréolé d'une nouvelle gloire, puisque le fameux manifeste dont l'original a disparu, dont l'original aurait dû être mis dans les actes du procès, et ça les historiens n'ont pas signalé, mais on a laissé des pages blanches, on n'a jamais mis le manifeste, on a préféré mettre le manifeste dans le coffre-fort du coffre-fort bernois, mais pas le mettre dans le procès. Donc il n'en reste plus qu'une copie qui est à vivre avec la bourgeoisie de Lausanne, qui n'est pas aux archives cantonales vaudoises, puisque le procès ne le contient pas. Il avait été annoté ce texte par l'avoyer Christoph Steiger, qui est donc l'avoyer qui est le plus grand personnage de l'autorité bernoise, et qui a trouvé des choses très intéressantes dans les griefs de Davel. À quelque part, on lui a donné une gloire posthume. Les Bernois n'ont pas donné suite à ses commentaires. Je pensais qu'ils avaient maîtrisé la situation, en fait, jusqu'en 1798. Ils vivront plus ou moins tranquilles, malgré l'affaire Davel, mais c'était une bombe à retardement, puisque ces éléments sont revenus sur le tard par les troupes françaises en 1803, en 1815. Mais là, vous voyez, Steiger fait allusion
aux 3 personnages de la Suisse primitive. Il dit Davel est à l'identique des 3 personnages qu'ont fondé la Suisse. Et ça, c'est une lecture formidable. Hein. Donc il est élevé dans sa dignité par le personnage qui avait toute autorité sur l'événement. Alors on arrive dans la dernière période, et c'est là qu'on voit que ce héros subit des contre-coups. Les pièces de théâtre qu'on remonte ne rencontrent pas le succès, alors qu'elles avaient rencontré le succès, même des pièces de 1850 avaient connu le succès au XXe siècle, mais là, ça ne fonctionne pas. La Reine Berthe fait davantage d'audience que Davel, parce que c'est le mouvement féministe qui gagne à être connu, mais c'est un pasteur qui a écrit sur la Reine Berthe, donc il ne lui a pas nécessairement donné cette dimension féministe. Michel Buller le traite comme un révolutionnaire, mais lui il va modestement avec une chaise, un porte-manteau, et puis il lit ses poèmes, il rencontre un succès extraordinaire. Un Davel révolutionnaire, ça titille, on a des choses contre l'armure, on a la désobéissance civique, ça colle. Il y a des éléments qui vont bien avec la période. Alors ce discours d'étonne, mais il a l'avantage du chansonnier d'Effroy. Et puis on a toute une galerie de portraits où on fait de Davel à Guisan, et on s'est posé, la question a été posée, si Guisan ne devait pas venir le nouvel héros du canton de Vaud, et supplanter Davel. Ça n'a pas fonctionné. On a d'ailleurs contesté, on a commencé à égratigner cette figure iconique, hein, récente. Guisan n'était pas aussi blanc, ou aussi vertueux, ou aussi transparent qu'on l'a dit. Et en fait, pour l'instant, Davel reste le personnage de référence pour le canton. Alors avant de conclure, je vous remets ces 2 textes. Donc vous avez entendu que Davel putschiste, si Georges-André était là, je lui dirais, mais on a souvent décollé des mots d'aujourd'hui, mais qui ne sont pas des mots du 18e, le mot putschiste, un mot des années 1920, donc qui ne colle pas avec la réalité. Je dis c'est plutôt un rebelle qu'un révolutionnaire. Au niveau sémantique, rebelle, séditieux sont des termes de l'époque, révolutionnaire, ce n'est pas du tout le cas. Donc ça pose un problème de terminologie. Il a très bien vu la liaison avec le consensus, et ça c'est porté au crédit de Georges André, c'est l'élément qui a porté crédit à l'action de Davel dans les cantons protestants. Et puis il a aussi vu, mais sans l'exprimer de manière très nette, c'est un personnage pieux, mais pas bigot, quelqu'un de cultivé qui lisait la Bible. On l'a souvent comparé à des personnages bibliques. Et dans la Bible, l'Ancien Testament, on est prêt à sacrifier la vie de Caïn. Abraham est prêt à supprimer la vie de son fils pour répondre à la demande de Dieu. Donc, Davel est dans une position de forte religiosité, mais c'est aussi comme ça qu'on vivait à l'époque. Il ne faut pas juger depuis maintenant comment la religion est vécue individuellement. Et donc là, il lui a peut-être manqué le mot vocation, mais il a raison. Ça va le travailler en permanence. Il réfléchit à son action. Il prie sans cesse pour qu'on l'aide, pour que Dieu lui parle. Alors, est-ce que c'est surfait? Mais ça apparaît dans les interrogatoires. Et puis il s'en tient au fait qu'il a délibérément fomenté seul cette action. Et on l'avait vu, on n'a pas arrêté dans l'image précédente, on en avait fait un complotiste, un ancien conservateur du musée de l'art brut, Michel Thévaux. C'est risqué en disant les historiens, chaque fois qu'ils parlent de Davel, se mettent à genoux, comme si on devait croire tout ce qu'il nous dit. Moi, je ne crois pas aux historiens. Davel, c'est un complotiste. Il a couvert la bande avec laquelle il a fomenté l'action. Simplement, il n'y a aucun fait historique. Mais c'est vrai que dans les cantons voisins, quand on dit à Fribourg, Chenot est le Davel fribourgeois, il a la tête d'un groupuscule, c'est violent, c'est une action violente. Enzi à Berne, c'est la même chose. Davel n'engage que sa vie et ne veut surtout pas d'effusion de sang. Voilà pour cet élément lié à Georges André. Et puis l'autre élément, alors là je serais beaucoup plus dur, mais est-ce qu'on a le droit
de blâmer quelqu'un, mais je dis, François Walter a passé à côté de son sujet, d'abord par le phénomène de l'oubli, ça c'est surtout pas vrai, et puis ce côté piétiste, et là j'ai des phrases, je pourrais vous lire des lignes et des lignes d'Henri Vuillemier en disant piétiste, mais pas d'une secte, mais quelqu'un qui croyait dans ses convictions, donc plutôt un mystique, et donc à quelque part, il vivait sa religion avec rigueur, mais surtout pas un sectaire. Voilà par rapport à ces deux textes. Et puis l'élément, alors, et c'est là-dessus comment conclure. Et on m'a attiré l'attention, et je pense que peut-être certaines questions vont arriver, mais quand vous publiez un livre de plus de 250 pages, à quelque part, vous êtes le détenteur de la vérité sur Davel. C'est vous qui en savez. Alors, ça peut être un leurre, hein, parce que d'abord, et c'est pas par hasard, c'est pas par rapport à ce que M. Studer va nous offrir après, mais pas la contenance dans le vase de vin. Mais c'est dans les caveaux de QI que j'ai découvert des sources extraordinaires, notamment des vases en l'honneur de Davel. Et là, avec un fait historique, c'est que ça a été construit avec le bois de la tour, de la porte Saint-Mer dans laquelle on avait enfermé Davel. Alors, avec les cueillants, il a fallu s'entendre parce qu'on l'avait mis dans les cachots, les sous-bassements du château, puis après on a allégé sa pelle et on l'a mis dans un endroit plus agréable, la porte Saint-Mer, mais qu'on a démoli en 1890. Et on a utilisé le bois pour en faire un vase. Et je croyais que c'était un vase, il y en a au 2000, depuis on a trouvé d'autres. Et là c'est plus étonnant en plus, dans la petite histoire, c'est bien signé, hein, Bourquin-Carrel. J'ai identifié les initiales, ça doit être docteur herboriste, et en cherchant dans la presse, j'ai trouvé un docteur herboriste qui avait l'habitude pour soigner ses patients, surtout quand ils étaient démunis, de leur offrir une goutte de vin. Et je me demande si ce vase, petite contenance, contenait justement le vin qui ajoutait aux médicaments, à la proposition de soins de ces patients. Donc le vin s'harmonisait avec des éléments médicaux. Alors, je reviens à ma question, comment conclure? Parce qu'effectivement, il y a des choses qui détonnent. La manière d'entreprendre une rébellion, sans concertation, sans parler à ses officiers, en désarmant la troupe. Vous pourriez juste, je m'excuse de couper, mais comme on est en terre, je me vois avec des gens qui ne connaissent pas forcément ce qu'il a fait, avant de conclure, juste rappeler ce qu'il a fait comme ça. Effectivement, Davel est chef d'un département, dans les 4 départements militaires du Pays Nouveau, depuis 1717. Il a été à l'origine de la victoire des protestants à Villemergen, la deuxième guerre de Villemergen en 1711, par sa bravoure. Donc revenant du service étranger, il a mis ses compétences d'officier pour contourner les troupes catholiques. Et les Bernois ont tardé à le récompenser, mais il reçoit ce titre de chef du département de l'Avaux. En 1723, après avoir écrit à ses officiers, Berne nous demande de nous déplacer à Lausanne, mais je ne peux pas vous donner le motif, faites-moi confiance. Les officiers un peu soupçonneux font confiance. Il réunit à peu près 600 hommes, mais avant de les emmener à Lausanne, il désarme ses soldats, il enlève toutes les poudres, et il se déplace tambour battant à Lausanne. Il produit ces documents dont il n'avait parlé à personne, avec qui il n'a pas échangé à l'hôtel de ville. Ces coquins de Lausannois, au lieu de le décourager, préfèrent lui mentir. Au lieu de lui dire non, tu te trompes, ils disent on va te suivre. Il l'invite le soir à partager un repas. Il dort chez celui qui l'a dénoncé dans la nuit, Jean-Daniel de Brouza. Il l'a arrêté le 1er avril et emprisonné et décapité le 24 avril. Alors ce qui frappe, c'est son mode opératoire. Le fait d'avoir une telle troupe avec laquelle il n'a donné aucune information, désarmée. Il a rompu son serment de soldat, et les moralisateurs, à quelque part, se sont étonnés qu'un officier rompe son serment de loyauté, et il a dit, moi je sers Dieu, mon maître c'est Dieu, c'est pas les Bernois. Et puis, effectivement, dans une lecture très cartésienne, on se dit que ce personnage, qui croyait avoir l'appui d'une population, alors qu'il n'y a pas de tribune, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas une médiation avec le public, avait fait confiance aux Lausannois, qui étaient dans une position humiliante depuis 1536, même si on avait ménagé
dans la relation avec Berne. Certes, Lausanne n'est plus la capitale d'un diocèse, c'est un chef-lieu de bailliage, et puis on met un contrôleur pour s'assurer qu'ils prennent les bonnes décisions. Et donc il y avait toutes les raisons pour Davel de penser que Lausanne allait se révolter, ce qui n'est pas du tout le cas. Et en fait, ces éléments interrogent jusqu'où il était obnubilé par la foi. Et c'est pour ça qu'à quelque part de dire, moi, dorénavant, je connais Davel, il interroge, il raisonne différemment, peut-être pas chez les Genevois, mais en tout cas chez les Bernois, chez les Vaudois et peut-être chez les Valaisans. Donc c'est un personnage qui reste énigmatique, atypique parce qu'on ne sait pas où le classer dans la figure, le panthéon suisse, et puis à quelque part hermétique. C'est peut-être la force du héros, c'est peut-être là comment un héros traverse les années, c'est qu'il y a des parts insondables, donc il est hermétique. On peut imaginer, et c'est pour ça que les poètes, les écrivains, les sculpteurs ont imaginé toutes sortes de choses sur des faits historiques, mais on construit d'autres histoires, et c'est peut-être la force du héros, c'est d'être élastique, manipulable, et c'est comme ça que j'ai conclu mon livre, en disant, je ne peux pas trancher, mais je donne des éléments à votre connaissance. C'est sans doute d'être resté un héros à dimension humaine, un gars de chez nous, formaté à la superficie du canton de Vaud, à l'image de ce canton, qui fait la puissance et la persistance de Davel. Faut-il encore apprendre à connaître Davel avant de l'admirer et de le juger? Vous avez bien vu que le milieu politique a aussi jugé Davel et en a fait une question aussi partisane et peut-être polémique par rapport à des propositions de réhabilitation. Je vous remercie de votre attention.